Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose de pas très connu et qui pourtant pourrait tellement changer la vie de tous les jours. Et de tout le monde. Et oui, cette technique s'applique pour tous les âges, les plus jeunes, les plus vieux. Mais bon, pour recentrer un peu les choses, nous parlerons ici uniquement des jeunes écoliers de nos jours. On cherche donc à savoir dans quelle mesure la cohérence cardiaque permettrait-elle à un enfant de gérer son stress dans le cadre scolaire. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le stress existe depuis la nuit des temps. À l'origine, il correspond à un mécanisme d'autodéfense de nos ancêtres, les Homo sapiens, face à des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, lors d'une attaque imprévue d'un mammouth, ou encore lorsque l'hiver arrive et que tu sais toujours pas où tu vas dormir. En bref, l'homme a appris à s'adapter à son environnement et ainsi faire face à des menaces vitales. Aujourd'hui, toutes ces menaces n'existent plus et pourtant, notre organisme réagit toujours de la même manière. Que ce soit quand tu remarques qu'il n'y a plus rien dans le frigo, comme quand tu reçois un texto assez inattendu. Et voilà que ce stress pourtant vital et bénéfique à l'époque se retrouve être notre pire ennemi. Alors au fond, le stress, qu'est-ce que c'est ? D'après les psychologues Schoffel et Heisman, le stress est défini en 1998 comme un état transitoire en désadaptation fonctionnelle qui, s'il ne se traduit pas par une reconquête d'un nouvel équilibre psychique, évolue vers le burn-out. Pour faire plus simple, le stress est un sentiment, une réaction de notre corps face à certaines situations plus ou moins épuisantes, angoissantes ou même dangereuses. On peut donc dire que le stress est un phénomène biologique, psychologique et social qui met à la fois en jeu le cerveau, le corps et même l'esprit. Si le stress est vieux comme le monde, l'étude de ces mécanismes est beaucoup plus récente. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'un stress qui se prolonge trop devient nuisible pour l'organisme. Ainsi, il existe 3 phases dans les mécanismes d'adaptation en fonction de la durée d'exposition au stress. Il y a tout d'abord la phase d'alarme, aussi appelée phase de choc, qui correspond à la réponse instantanée du cerveau face à un état de surprise, ce qui altère l'équilibre fonctionnel. Des hormones, telles que l'adrénaline ou encore la noradrénaline, sont alors libérées pour nous préparer au mieux et au plus vite, environ 24 heures à l'affrontement qui va suivre. La phase qui suit, appelée phase de résistance, nécessite la mobilisation des énergies de l'ensemble du corps. Le système hormonal sécrète de la cortisol, augmentant alors le taux de sucre dans le sang pour apporter plus d'énergie aux muscles, cœur et cerveau. Cette phase provoque alors des symptômes qui varient selon le degré de stress, anxiété, angoisse, tension, hypervigilance. La dernière phase s'appelle la phase d'épuisement et n'a lieu que si le stress persiste trop longtemps. Le stress devient chronique, entraîne une dépense énergétique importante et donc la mise en place d'un état de survie. La personne touchée est donc très fatiguée, pathologies sévères peuvent même apparaître, maladies cardiovasculaires, eczéma, dépression qui peuvent mener au burn-out et au suicide. La sérotonine, hormone de l'humeur, et la dopamine, hormone de l'action, chutent considérablement, empêchant l'individu de se sortir de cette situation. Et tout ce stress va avoir des effets néfastes sur le cerveau. Les aires impliquées dans la coordination des connaissances et des émotions sont plus particulièrement impliquées. On peut compter parmi ces zones l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale. D'abord, l'hippocampe. C'est une partie du cerveau qui correspond en quelque sorte au siège de la mémoire et des émotions. Il s'occupe donc de contrôler l'humeur, la mémorisation, la concentration et l'acquisition des connaissances. Au passage, c'est une des rares zones capables de synthétiser de nouveaux neurones à l'âge adulte. Ensuite, l'amygdale, c'est une petite structure en forme d'amande située près de l'hippocampe, dans les lobes temporaux du cerveau. Cette partie est indispensable dans la gestion de nos émotions et en particulier nos réactions de peur et d'anxiété. Enfin, le cortex préfrontal, à l'inverse du système limbique qui domine notre comportement lié aux émotions, il s'occupe, lui, des capacités à s'adapter. C'est le cerveau de l'intelligence, de la prise de décision et du sang-froid. Malheureusement, ces situations de stress ont un impact violent sur le cerveau et causent beaucoup de conséquences. Elles peuvent entraîner des troubles du sommeil, de digestion, de la perte de confiance, une manifestation de l'agressivité. Parfois, dans les cas les plus graves, un stress chronique peut même entraîner une dépression chez l'enfant, une perte de mémoire et des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la perception et de la résolution de problèmes. En moyenne, on compte environ 9 Français sur 10 qui connaissent un stress plus ou moins important, parmi lesquels font partie les enfants. Alors, il y a bien sûr des remèdes contre ça, c'est-à-dire des médicaments antalgiques, anxiolytiques et beaucoup de repos, mais tous ces traitements médico-physiques et même psychothérapeutiques ont le même objectif qui est de trouver un équilibre de notre système nerveux. Mais le système nerveux, c'est bien beau tout ça, mais au fond, c'est quoi ? En fait, on peut dire que c'est un peu lui qui contrôle le monde intérieur d'une personne. Il s'associe avec le système endocrinien qui, lui, s'occupe des hormones. Alors, anatomiquement, il y a le système nerveux central, formé de l'encéphale. Donc dedans, il y a donc le cerveau, le cervelet, mais aussi le tronc cérébral et la moelle épinière.
Et à côté, il y a le système nerveux périphérique, donc avec tous les nerfs. Et dans ce système nerveux périphérique, on trouve le système nerveux global, aussi appelé somatique, mais sur lequel on ne s'attardera pas, et le système nerveux dit végétatif, mais peut-être que le mot autonome vous parlera plus. Et oui, en gros, il arrive à tout faire de façon involontaire. C'est donc lui qui contrôle les actions et sensations de toutes les parties du corps, mais aussi toutes les petites pensées, émotions ou choses que tu apprends et mémorises au cours de ta vie. Mais nous, on va pas en rester là. Alors préparez-vous, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc le système nerveux autonome est composé de deux branches dites antagonistes, c'est-à-dire qu'elles ont des effets contraires et n'agissent jamais en même temps. Quand l'une est active, l'autre ne l'est pas. La première branche constitue le système orthosympathique ou sympathique. Elle est dédiée à la mobilisation d'énergie et de l'attention dans des situations d'urgence, de fuite ou d'attaque. Pour faire face à la menace, une plus grande quantité de glucose et d'oxygène vont être mobilisées, entraînant alors une augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. Bon, en vérité, plein d'autres choses se passent, mais si on s'y attardait, il y en aurait encore pour très longtemps. La deuxième branche constitue le système parasympathique. Celle-ci est responsable du repos, de la relaxation, de la récupération des forces énergétiques. Par exemple, la digestion. On ne dirait pas comme ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire peur après manger. Contrairement au système sympathique, elle permet de remettre le corps à l'équilibre. La fréquence respiratoire va donc ralentir, ainsi que la fréquence cardiaque. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut savoir que tout n'est qu'une question d'équilibre. On pourrait comparer tout ça à une balance, avec d'un côté le sympathique et le parasympathique de l'autre. Et pour simplifier cette balance, eh bien c'est ta santé. Plus la balance est stable, plus ta santé est bonne et régulière. Tu peux donc passer d'un état calme à un état de surexcitation sans problème. Malheureusement, cette stabilité peut être dégradée, notamment par le stress auquel les enfants sont confrontés tous les jours. L'amplitude permettant de passer de parasympathique à orthosympathique est donc réduite, et la vie paraît tout à coup beaucoup plus ennuyante et compliquée. On arrive donc à deux solutions. Celle qui permet à n'importe quelle personne de revoir la vie du bon côté. Celle qui est à la fois simple et si compliquée. Celle qui est peu connue et qui pourtant pourrait presque faire disparaître le stress qui ronge notre société. Bref, la cohérence cardiaque. Au cas où vous ne le saviez pas, la respiration est bien plus que ce qu'elle ne prétend. Alors oui, elle est plutôt discrète, elle est là, mais on ne s'attarde jamais sur elle. Et pourtant, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Un échange où du dioxygène rentre et du dioxyde de carbone ressort. Oui, mais encore. Une inspiration et une expiration qui permettent la dégradation du glucose. Oui, mais c'est avant tout une fonction vitale qui dépend du système nerveux autonome. Elle se caractérise par trois aspects. D'abord, automatique. On dit que c'est 700 millions de cycles respiratoires qui ont lieu sans que l'on s'en rende compte au long de notre vie. Adaptative, elle va réussir à s'adapter à la situation, donc calme, stress. Cependant, lorsqu'il y a trop de changements, tout se mélange et devient chaotique. La fréquence respiratoire doit s'adapter à la demande. Elle est aussi involontaire. Oui, vous allez me dire logique quoi, là je respire, sinon je meurs. Mais il est super important de le rappeler parce qu'elle est bien involontaire, certes, mais elle peut être aussi volontaire. Et oui, la respiration est la seule fonction du système nerveux autonome qui peut être aussi accessible par la volonté. La cohérence cardiaque est donc le principe d'une respiration volontaire permettant de moduler et d'influencer le système nerveux autonome. Pour vous aider à mieux comprendre, nous vous conseillons de faire cet exercice avec nous. Tout d'abord, inspirez lentement pendant 5 secondes. Vous venez de stimuler votre système sympathique, donc augmentation de la fréquence, de la pression et tout le bazar. Maintenant, vous allez expirer lentement pendant 5 secondes. Et là, vous stimulez votre système parasympathique, donc tout le contraire que précédemment. Maintenant, analysons une courbe de fréquence cardiaque, qui est la même que respiratoire, dans la vie chaotique, donc la vie courante. On remarque que rien n'est régulier, donc impossible de calculer une période ou la fréquence cardiaque. Maintenant, après des exercices de cohérence cardiaque, on remarque que la courbe est devenue régulière. On a donc un signal périodique avec des périodes et on peut donc calculer une fréquence cardiaque qui sera régulière. Vous ne me croyez pas ? Eh bien vous savez quoi ? Même l'armée pratique des exercices de cohérence cardiaque. 7 expire, 3 inspire. Puisque plus tu expires, plus tu oxygènes ton corps et tu le prépares ainsi à toute situation inattendue. Ce qui est quand même assez cool, c'est que cette pratique commence peu à peu à se diffuser dans quelques écoles de France, par-ci par-là. Et à chaque fois, les professeurs affirment que cette cohérence cardiaque renforce le bien-être des enfants
apaise le climat d'apprentissage et ça a quand même un impact très important sur la manière dont un élève va pouvoir apprendre. Cette respiration permet donc à un enfant à l'aider à se construire un parcours, à se construire lui-même en tant que futur adulte. Nous avons même eu la chance d'avoir pu aller expérimenter, tester la cohérence cardiaque dans une école de Bouches-du-Rhône et en 1 minute à peine de cohérence cardiaque, les résultats sont déjà bien présents. Les élèves surexcités avant l'exercice se sentaient comme en manque d'air durant l'exercice et après beaucoup plus apaisés, tandis que les élèves encore un peu endormis du matin avaient bâillé de tout leur cœur et se sentaient maintenant beaucoup plus présents avec beaucoup plus d'énergie.